Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cette conférence commune au grand séminaire de la Fédération informatique de Lyon et aux soirées mathématiques de Lyon. Alors vous savez, ces soirées, elles proposent chaque année un cycle de conférences en direction des étudiants et ces conférences ont lieu dans les 5 établissements partenaires alternativement. Nos 5 établissements sont l'École centrale de Lyon, l'École normale supérieure de Lyon, l'INSA de Lyon, le lycée du Parc et l'Université de Lyon. Quant au grand séminaire de la Fédération informatique de Lyon, je vais laisser son directeur nous le présenter. Merci. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous de faire cet événement avec les grands séminaires, avec les séminaires, les soirées mathématiques lyonnaises. C'est naturel pour nous dans nos activités de recherche, ces interactions avec les mathématiques. Donc la Fédé Info, c'est un élément du paysage de la structuration de la recherche en France. C'est une fédération de recherche du CNRS qui a pour objectif d'animer des communautés scientifiques. Donc là, pour ce qui nous concerne, c'est la communauté scientifique de l'informatique, avec de l'animation et de la promotion de recherche au sein des laboratoires de la fédération. Donc voilà, ça s'adresse essentiellement à aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs de nos disciplines. C'est une structure dont la vocation est d'animer des programmes de recherche. Et c'est aussi pour nous une structure dans laquelle on fait des actions un peu plus grand public avec donc ces séminaires de fédération qui est pour nous... donc la fédération d'informatique, c'est très récent comme structure, c'est même pas un an et demi d'existence. Et voilà, c'est avec un réel plaisir qu'on a l'occasion dans ces séminaires ici d'accueillir Stéphane Malat pour nous parler d'interaction infomat. Merci David. Donc effectivement, nous sommes très heureux aujourd'hui d'être réunis ensemble, informaticiens, mathématiciens, pour un événement exceptionnel. Nous avons en effet le plaisir et l'honneur ce soir d'accueillir Stéphane Malat, professeur au Collège de France, pour une conférence intitulée « Les mystères mathématiques de l'apprentissage par réseau de neurones ». Je laisse la parole à notre orateur. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et cette occasion de parler effectivement de l'interface non seulement entre maths et informatique, mais entre étudiants et chercheurs. Donc je vais essayer de remplir un peu ce grand écart en vous décrivant un peu ce domaine, un peu globalement, ce que c'est que ce domaine de l'apprentissage et pourquoi est-ce que ces réseaux de neurones qui, vous en avez certainement tous entendu parler, ont obtenu récemment des résultats absolument spectaculaires, posent des problèmes mathématiques qui sont très profonds et qui sont actuellement ouverts, donc beaucoup de travail pour les jeunes que ça peut intéresser. Alors, au départ, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'en ce moment, on est véritablement en train d'assister à une forme de changement de paradigme dans l'acquisition de la connaissance, de façon un peu classique, quand vous êtes scientifique, mathématicien impliqué comme moi-même ou physicien. Vous travaillez en essayant de définir des modèles à partir d'observations. Vous connaissez bien votre domaine. Vous établissez un modèle qui va être paramétré, typiquement une dizaine de paramètres. Pensez par exemple Newton qui veut calculer la trajectoire des planètes et qui définit ces paramètres à partir des constantes de la gravitation. Et puis ensuite, vous avez des observations, donc vous allez fitter vos paramètres et vous allez prendre d'autres observations pour effectivement vérifier que votre modèle fonctionne bien. Et ça, c'est vraiment la base de la démarche scientifique. Ça fonctionne très bien tant que le modèle n'est pas trop compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez une dizaine de variables ou peut-être un peu plus, mais pas tellement plus. Et le problème, c'est quand vous vous retrouvez devant des problèmes qui mettent en jeu beaucoup plus de variables, qui sont beaucoup plus compliquées. Pensez par exemple à la modélisation d'interactions dans un système social, à des problèmes en économie, l'analyse de la turbulence, où il y a énormément de degrés de variabilité qui reste un problème physique complètement ouvert.
Et là, d'une certaine manière, on est en train d'assister à une sorte de nouveau paradigme à travers ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors, pensez pas forcément à l'intelligence au sens du cerveau, mais plutôt à la capacité de, effectivement, faire de la prédiction, créer des modèles à partir de beaucoup de données et d'informations a priori, malgré tout, qu'on a sur le système. Donc la grosse différence par rapport au cas précédent, c'est d'abord, on va avoir beaucoup de données à notre disposition, et au lieu d'avoir un modèle qui aura été établi par un expert, eh bien, vous allez malgré tout introduire quelques informations a priori sur ce que vous savez, et puis c'est un algorithme qui va essayer de faire la sélection du bon modèle. Il va essayer de faire cette sélection du bon modèle en optimisant non pas une dizaine de variables, mais potentiellement des millions de variables. Et à partir de là, on espère obtenir un modèle qui va être capable de décrire des phénomènes, d'être prédictif. Donc la question, c'est comment mettre en place ce genre de choses. Et une chose qui est assez fondamentalement différente par rapport à l'intelligence artificielle telle que ça avait été développé dans les années, depuis les années 60 jusqu'aux années 80, c'est qu'on ne va pas ici aller chercher de règles. On va essentiellement se retrouver dans un cadre mathématique qui est un cadre géométrique, c'est-à-dire plutôt essayer de comprendre en quoi les choses sont similaires ou non pas similaires, quelles sont les distances sous-jacentes qui vont permettre d'exprimer ce type de similarité. Alors, un exemple de problème très complexe, ça c'est une publication, je crois, qui date maintenant 2014. Vous avez des chercheurs qui ont établi un questionnaire avec de l'ordre de 1 millier de questions, donc beaucoup, et une énorme cohorte de, je crois, me souvenir, environ 30 000 personnes qui ont répondu à ces questions. Et ensuite, ils ont donné à une deuxième cohorte de personnes qui connaissaient les premières ces questions en leur demandant d'essayer de prédire les réponses à ces questions. Alors, quel type de questions? C'était des questions très diverses. Est-ce que vous aimez la crème au chocolat, les fraises? Quelles sont vos inclinaisons politiques? Est-ce que vous utilisez des drogues? Est-ce que vous êtes à l'aise en environnement social? Toutes sortes de questions comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on observe? D'abord, vos collègues de travail ne vous connaissent pas très bien. Typiquement, les réponses étaient de l'ordre de 25% de réponses justes pour prédire les réponses de ces collègues de travail. Vos amis vous connaissent un peu mieux, de l'ordre de 45% de réponses justes, ou les gens qui éventuellement habitent avec vous. Ensuite, si on regarde la réponse de la famille, on passe à 50%, et votre époux ou épouse ou votre compagnon vous connaît un peu mieux, les réponses vont jusqu'à 58%, mais pas si bien que ça. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est essayer de prédire les réponses à partir de likes sur Facebook. Donc toutes ces personnes, et beaucoup de gens de toute manière, avaient des comptes Facebook, et en assemblant l'ensemble de tous ces likes et en essayant de faire une prédiction, ils ont essayé de voir la qualité de ces prédictions. Et ça, ce sont les courbes qui donnent la qualité de la prédiction en fonction du nombre de likes. Là, vous avez une échelle logarithmique. Et la chose assez spectaculaire, c'est que lorsqu'on a plus que 300 likes par personne, on arrive à faire des prédictions qui sont meilleures que celles de votre époux ou de votre épouse. Donc, comment? C'est quoi le modèle? C'est extraordinairement compliqué, on le voit bien, pour essayer de définir des inclinaisons politiques ou des choses comme ça. Mais le fait est qu'on arrive, avec des systèmes de régression comme ceci, à approximer, d'une certaine manière, la fonction sous-jacente. Et maintenant, je vais essayer de parler de cette fonction sous-jacente. Donc, la problématique, et je m'excuse, je vais passer en anglais au niveau des slides, mais je continue à parler en français. La problématique est la suivante. Vous avez au départ des données, d'accord? Et ces données, typiquement, vont être de très grande dimension. Donc, j'appellerai toujours mes données X, va être dans RD, c'est-à-dire avoir des variables. Pensez pour X une image. Donc, une image a typiquement 1 million de pixels, donc D est égal à 1 million. Et à partir de X, on aimerait prédire quelque chose. Par exemple, associer à l'image une classe. Donc ça, c'est par exemple des classes d'encre, d'arbres de Joshua, ça c'est des castors, des fleurs de lotus, des fleurs de lily, etc. Donc par exemple, faire de la classification. Donc vous avez cette fonction f qui va associer à x la classe de l'image. Et alors pour faire ça, eh bien,
dans le cadre de l'apprentissage, on va donner des exemples, c'est-à-dire qu'on va vous donner des exemples d'images, xi, par exemple celle-ci, et on va vous donner la classe, autrement dit, la valeur de la fonction f en xi. Donc, par exemple, encore une fois, encre, etc. Et puis maintenant, on va vous donner une nouvelle image x et on va vous demander quelle est la valeur de la fonction f de x, autrement dit, quelle est la classe. Alors, ce qu'on voit immédiatement quand on regarde ce type de problème où il y a énormément de variables, c'est qu'il va y avoir une variabilité absolument considérable à l'intérieur de chacune de ces classes, des variabilités qui sont inutiles pour spécifier la classe, que potentiellement on va avoir envie de réduire, et on va avoir ici apparaître la notion d'invariant, qui en même temps doivent être suffisamment riches pour pouvoir effectivement décrire les différentes classes et les discriminer. Alors prenez un autre problème, ce qu'on appelle les problèmes de régression. Dans ce cas-là, ce n'est pas une classe, f de x, ça va être une vraie valeur réelle auquel on va associer à x. Par exemple, on peut essayer d'apprendre la physique. Donc apprendre la physique, ça veut dire quoi? X, ça va décrire l'état du système. Par exemple, la répartition de masse en astronomie. Si vous allez en chimie quantique, X pourra décrire la position des atomes et le nombre de charges. Et pour pouvoir décrire les propriétés physiques, eh bien, ce que vous aimeriez être capable de calculer, c'est l'énergie. Si vous avez accès à l'énergie, alors par dérivée, vous avez accès aux forces, donc vous avez accès aux interactions. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'apprendre l'énergie, alors vous pouvez apprendre de la physique, d'une certaine manière, sans physicien. Alors, je dis ça parce qu'il n'y a pas de physicien dans la salle, donc j'en profite. Donc ça, c'est un rêve de mathématicien, d'accord, de se débarrasser de ses collègues physiciens. Donc ce qu'on sait dans ce genre de problème, c'est qu'un des concepts, encore une fois, qui va avoir beaucoup d'importance, c'est la notion de symétrie. Toute la physique des particules est reconstruite autour de la notion de symétrie. Quels sont les groupes de symétrie? Donc a priori, le même genre de concept va apparaître. Alors est-ce que c'est possible d'apprendre la physique? Bien, si vous regardez par exemple un poisson électrique, on peut assez rapidement se persuader que non seulement c'est possible, mais on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on est capable de faire. Poisson électrique, il est dans des marécages, il ne peut pas regarder, il émet un champ électrique, électromagnétique, et puis sur son corps, il y a des capteurs qui vont mesurer le potentiel du champ, et à partir de cette mesure, il va inverser les équations de Maxwell et être capable d'avoir accès aux distances des différents objets, leur conductance, etc., pour pouvoir les reconnaître. Et ça, c'est assez spectaculaire, parce qu'a priori, le petit poisson, il n'a pas été à l'école, et il ne connaît pas les équations de Maxwell. Et pourtant, il fait beaucoup, beaucoup mieux que tout ce qu'on est capable de faire avec la connaissance des équations de Maxwell actuellement et des plus gros ordinateurs. Pourquoi? Très probablement parce qu'il connaît bien son environnement, il est repassé par là plusieurs fois, il a beaucoup de données, et peut-être qu'il ne passe pas par les équations fondamentales de Maxwell, probablement pas, mais qu'il essaye d'interpoler d'une certaine façon à travers son expérience. Donc c'est une façon très différente de résoudre ce problème inverse de tomographie électromagnétique qui est extrêmement efficace. Alors, a priori, le problème ne semble pas si difficile que ça. Après tout, ça veut dire quoi? On a des exemples, xi, d'accord, c'est par exemple les images. Je vous ai donné la valeur de la fonction f en xi, et maintenant je vous donne un nouveau point x, je vous demande la valeur de la fonction f de x. Donc c'est un simple problème d'interpolation. A priori, la première idée qui vient à l'esprit, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les points xi qui sont les plus proches de x, et puis on connaît la valeur de la fonction en ces points, on va interpoler, en quelque sorte moyenner localement, et ça devrait nous donner une bonne idée de la valeur de la fonction f en x. Alors pourquoi est-ce que ça marche jamais en grande dimension? Ça marche jamais parce que pour que ça marche, il faut deux conditions. Un, que la fonction soit localement régulière, ça c'est généralement assez vrai, mais deux, il faut qu'il y ait des voisins proches. Or, en grande dimension, vous n'avez jamais de voisins proches, à moins d'un coup de bol. Pourquoi? Pour s'en persuader, prenez un cube 0,1 en dimension d. Okay? Supposez que vous vouliez garantir que vous êtes à une distance au plus 1/10 de votre exemple le plus proche. Combien d'exemples il va falloir? En dimension 2, il va falloir 10 fois 10, c'est-à-dire 100 exemples. Maintenant, si vous êtes en dimension d, il faudra 10 fois 10 fois 10 à la puissance d. Le problème, c'est que 10 à la puissance 100, c'est déjà plus que le nombre d'atomes de l'univers. Or, on va être plutôt en dimension 1 million. Donc, c'est sans espoir. Il faut que vous voyiez vos points
comme des espèces de points totalement isolés, un peu comme les étoiles dans le ciel, mais même bien pire. Les exemples, a priori, vous n'en avez aucun qui soit proche. Et vous pouvez le voir, ces exemples, c'est des exemples d'une classe donnée, elles ne se ressemblent pas du tout. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'on va s'en sortir ? Pour pouvoir s'en sortir, ça veut donc dire qu'on connaît la valeur de la fonction en quelques points très éloignés et on veut quand même l'interpoler. Ça veut dire en sous-jacent que la fonction f doit être extraordinairement régulière et tout le problème, c'est de comprendre la nature de cette régularité pour pouvoir l'exploiter avec des algorithmes qui vont effectivement pouvoir faire cette interpolation. Donc la question, c'est quel type de régularité est-ce qu'on a à notre disposition ? Alors il y a une chose qui est très importante, c'est que beaucoup de phénomènes complexes peuvent se séparer à différentes échelles. Par exemple en physique, on étudie la physique des particules indépendamment des échelles, disons, chimiques, macroscopiques, voire des géosciences ou de l'astrophysique. On essaye de séparer les phénomènes à différentes échelles. D'une manière générale, quand vous avez des particules, comme ici, vous voyez vos d variables qui interagissent. Alors ici, les d variables, ça peut être des pixels dans une image, ça peut être des personnes dans un réseau social, ça peut être des particules en physique. A priori, tout le monde interagit avec tout le monde. Et on ne peut pas négliger même les interactions loin. Mais les interactions les plus proches, les plus fortes, ça va être les interactions avec éventuellement les particules voisines, voire avec votre famille. Les particules qui sont plus loin, ce qu'on peut faire, c'est essayer de résumer leur influence sur la particule centrale en essayant de regarder un espèce de champ équivalent. Les particules qui sont encore plus loin, on peut les résumer encore plus grossièrement. D'une certaine manière, vous n'avez pas besoin de regarder l'influence de chacun des Russes qui peuvent se trouver dans la taïga sur votre propre vie, mais en même temps, vous ne pouvez pas la négliger parce que l'ensemble des Russes, ça fait la Russie. Si la Russie a des tensions politiques avec la France, ça peut influencer votre vie. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de les regrouper pour regarder leur influence équivalente. Quel est l'intérêt ? C'est que vous passez de d carré interaction à tout d'un coup log d. Et donc, d'une certaine manière, avec ce genre de technique, on est capable de casser l'explosion exponentielle en regroupant les éléments à différentes échelles. Alors, cette notion d'échelle, ça a été beaucoup étudié en maths dans les années notamment 80, 90, puis il y a une longue histoire avant, à travers ces analyses en ondelettes et des structures hiérarchiques. Donc ça, c'est un thème mathématique qu'on va voir apparaître. Alors, comment est-ce que les gens font pour faire de la classification ? L'idée est la suivante. Vous avez, disons, deux classes et des points dans un espace qui sont très compliqués. Ce qu'on rêve de faire, c'est trouver un changement de variable qui va simplifier les choses. Simplifier les choses en quel sens ? Au sens où ça va mettre les points de la classe 1 d'un côté et les points de la classe 2 de l'autre côté. Si on est capable de faire ça, alors le problème devient linéaire. Linéaire en quel sens ? Au sens où je peux séparer les deux classes avec une frontière qui est linéaire, une frontière plate, comme ceci. Et comment je peux caractériser ma frontière qui sépare les deux ? Eh bien par le vecteur qui est orthogonal à la frontière. Si effectivement il y a un tel hyperplan qui sépare les deux, alors comment je peux faire la classification ? Eh bien en projetant dans la direction orthogonale qui passe d'une classe à l'autre, autrement dit, en calculant le produit scalaire entre mon changement de variable, phi de x, dans lequel j'ai réussi à tout séparer, et le vecteur w. Cette idée de faire un changement de variable qui linéarise le problème, c'est très classique en maths. Vous prenez des équations différentielles non linéaires, vous essayez de linéariser le problème avec un changement de variable. Sauf que là, on n'est pas en dimension 1, 2 ou 3, mais on est en très grande dimension, et donc le calcul de ce changement de variable sous-jacent risque d'être compliqué. Et effectivement, tout le problème de l'apprentissage d'une certaine manière pris de ce point de vue, ça va être de comprendre comment calculer ce changement de variable. La projection sur le W, ça ne va pas être compliqué à calculer. On pourra le faire à partir des données, de trouver le meilleur projecteur. La question, c'est quel changement non linéaire va permettre de résoudre le problème. Est-ce qu'on fait ça avec des informations a priori ? On peut éventuellement, à ce moment-là, ces phi k de x, vous pouvez les voir comme des espèces d'indicateurs faibles sur lesquels vous faites un vote global. Ça peut être interprété comme un vote sur vos indicateurs faibles.
ou on peut lui-même essayer de l'apprendre. Et c'est là qu'apparaissent ces réseaux de neurones profonds et les résultats, comme je disais, très spectaculaires. Les réseaux de neurones viennent d'une ancienne idée, datent des années 50 par des analogies assez lâches avec la biologie, mais ce qu'on a observé depuis les années 2010, c'est que ces techniques font beaucoup mieux que les algorithmes existants dans la plupart des cas lorsqu'il y a beaucoup de données. Alors, je vais vous illustrer ces réseaux de neurones dans le cas d'une image. Vous prenez votre image, ça va être l'entrée du réseau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un opérateur linéaire, donc une grande matrice. Il se trouve qu'on le verra, cet opérateur linéaire, c'est une convolution, c'est-à-dire que les coefficients ne vont pas varier en fonction de l'espace. Et puis, on va obtenir à partir de ça, ce qu'on appelle un filtrage, toute une série de petites images ici. Et puis, ces images, on va les transformer avec une non-linéarité. Par exemple, on va prendre juste le maximum entre le coefficient et 0. C'est ce qu'on appelle un rectificateur, ou la valeur absolue. Donc une non-linéarité ponctuelle très simple. Et puis ensuite, on va prendre ces images, on va à nouveau les combiner avec un opérateur linéaire, une grande matrice. Donc cet opérateur linéaire, en fait, il va consister à seulement, dans ce cas-là, dans ces architectures, combiner localement les coefficients des images dans les différents canaux. Les coefficients de recombinaison vont être indépendants de la position, c'est encore une fois ce qu'on appelle une convolution. On va sommer tout ça et on va obtenir le résultat dans la couche d'après. Et donc on va ainsi calculer plein d'images avec plein de filtres différents et réappliquer la non-linéarité. On cascade jusqu'à ce qu'on obtienne le changement de variable final, la dernière couche, qu'on va agréger avec un simple opérateur linéaire pour obtenir l'estimation de la réponse. Alors, cet axe de profondeur, on peut le voir en quelque sorte comme un axe d'échelle. Pourquoi ? Parce que les premiers coefficients, ils sont calculés avec une combinaison très locale dans l'image. Donc on regarde juste les détails qui sont dans un petit voisinage. Et puis au fur et à mesure qu'on va cascader ces calculs, on va agréger de plus en plus d'informations sur des domaines de plus en plus larges. Un point ici va correspondre à un domaine plus large, un point ici à un domaine encore plus large. Donc on agrège des informations progressivement, d'une certaine manière, d'une façon hiérarchique. Et l'apprentissage, ça va consister à essayer d'optimiser ces grandes matrices de manière à obtenir la meilleure réponse possible. Et je vais le spécifier, ça potentiellement, on peut avoir de l'ordre d'1 milliard de paramètres dans ce genre de réseau. Donc, ce qui est spectaculaire là-dedans, c'est que non seulement ça marche très bien pour de la classification d'images, de la reconnaissance de visage, que ces systèmes font maintenant mieux que notre propre système visuel, mais le même type d'architecture marche pour de la reconnaissance de son, pour de la traduction de langage naturel, pour, on le verra, faire de la physique quantique, etc. Donc la question, évidemment sous-jacent, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a en commun dans tous ces problèmes qui permettrait à des architectures finalement assez similaires de pouvoir les traiter et de pouvoir faire face à cette malédiction de la dimensionnalité dont j'ai parlé. Alors, comment est-ce qu'on apprend ces coefficients ? L'idée, c'est qu'on a des exemples à notre disposition. On sait que pour une valeur xi, un exemple d'image, on connaît la valeur f de xi. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est optimiser les paramètres du réseau, c'est-à-dire toutes ces matrices, de manière à ce que la sortie du réseau pour les paramètres en question soit aussi proche que possible de la vraie sortie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on établit une fonction de coût, d'accord, qu'on va essayer de minimiser. Sachant que la fonction f ici est très non linéaire, c'est une cascade d'opérateurs linéaires, non linéaires, linéaires, non linéaires. On a quelque chose de très non linéaire. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Normalement, on ne sait pas le faire. On le fait avec l'algorithme du pauvre, c'est-à-dire une descente de gradient. C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est que vous regardez grosso modo la dérivée, mais en grande dimension, donc c'est un gradient, et vous allez vous diriger dans la direction du gradient de manière à minimiser votre fonction. Ça, normalement, ça ne doit pas marcher. Ça ne doit pas marcher parce que quand vous faites une minimisation d'une fonction qui, comme celle-là, est très non convexe, donc il peut y avoir plein de minima locaux, vous partez de là, vous descendez dans la direction du gradient qui vous dit aller par là, vous vous retrouvez là, vous ne bougez plus. Et donc vous n'allez pas retrouver une bonne solution très profonde. Sauf que
si on configure bien ces réseaux, etc., bien qu'il y ait des minima locaux, eh bien, il semblerait que les minima locaux soient tous assez bas, ce qui fait que ces réseaux sont capables d'apprendre. Et là, on a des très très beaux problèmes d'optimisation. Actuellement, on ne comprend pas la configuration de ces minima locaux, pourquoi est-ce qu'en grande dimension, ça se comporte bien, etc. Un type de problème mathématique. Alors, ça, c'est par exemple le réseau qui, en 2012, qui a été fait par Alex Krzyzewski, Susteré et Hinton, a obtenu les premiers vraiment résultats très étonnants dans le cas de la classification d'images. Je vous le montre juste pour montrer que c'est compliqué, comment c'est fait complètement à la main. Les gens ont essayé tout et n'importe quoi, tous les paramètres, et boum, ça a commencé à fonctionner de façon très étonnante. Les filtres au départ, je vous les montre là parce que j'en reparlerai, ça ressemble à des petites ondelettes. Et maintenant, avec ce genre de réseaux qui peuvent atteindre jusqu'à 150 couches, sur la base de données que je vais vous montrer qu'on appelle ImageNet, eh bien, on a de l'ordre de 5% d'erreur, c'est-à-dire moins que le système visuel humain. Donc voilà des images d'ImageNet. Vous avez des images très complexes avec à la fois, vous devez reconnaître que vous avez un dalmatien, mais aussi des cerises. Alors pourquoi est-ce que maintenant ces réseaux font mieux que les humains? Parce que tout le monde n'est pas habitué à reconnaître un chat de Madagascar et que lui, il a été entraîné mieux que vous sur les chats de Madagascar. Donc ça ne veut pas du tout dire que ces systèmes fonctionnent mieux que le système visuel humain. Ils sont beaucoup moins flexibles, ils fonctionnent beaucoup moins bien dans la plupart des cas, mais lorsqu'on les spécialise sur des tâches comme la reconnaissance de visage ou ce genre de choses, ils peuvent, et qui est malgré tout très complexe, devenir très très bons. Très bons à tel point que maintenant, vous avez effectivement des véhicules autonomes avec des systèmes de vision basés sur ces réseaux de neurones qui fonctionnent en temps réel, qui vont vous détecter les passants, les segmenter l'image, voir la trajectoire que doit prendre la voiture pour éviter les obstacles, etc. Donc, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant et en même temps, comme je disais, on ne comprend pas du tout pourquoi ça marche bien. Il y a des intuitions qui sont des intuitions des gens qui ont l'habitude de manipuler ça, mais pourquoi ça marche, quand est-ce que ça ne marchera pas, on comprend très mal. Et ça, c'est un exemple qui montre qu'il faut quand même se méfier. Vous avez une image ici X, on a ajouté un tout petit bruit à l'image, donc ça vous donne cette image-là, visuellement on ne voit pas la différence, et pourtant maintenant toutes ces images sont classifiées comme des autruches. Alors pourquoi? Parce que la personne qui a mis le bruit était un peu perverse, elle a vraiment optimisé son bruit pour essayer de tromper le système. N'empêche que c'est le genre de cas qui montre que le système est instable et c'est très gênant d'avoir des systèmes comme ça instables. D'accord? A priori, on n'a pas envie d'être dans un 747 qui va être dirigé par un réseau de neurones quand on voit ce genre de choses. Donc ça, c'est le genre de raison aussi pour laquelle on a envie de comprendre d'un point de vue mathématique pourquoi et comment est-ce que ce genre de choses fonctionne. Alors, autre exemple assez étonnant, vous partez d'un réseau comme ça et vous essayez de l'inverser. Donc, on met en entrée une sortie de réseau et on essaye de reconstruire des images. Ce qu'on observe, c'est qu'en quelque sorte, le réseau a été capable d'aplatir le monde dans lequel se trouvaient les images d'origine. Ça, c'est un réseau qui a été entraîné sur des images de chambres à coucher. Donc, la chambre à coucher est ensuite reconstruite à partir d'une sortie du réseau qui ressemble un peu à du bruit blanc. Donc là, vous avez une chambre à coucher reconstruite et là, une autre chambre à coucher reconstruite par une autre sortie du réseau. Maintenant, on fait une interpolation de ces chambres à coucher, des sorties du réseau, et on essaye de reconstruire à partir de l'interpolation de la sortie du réseau. Et qu'est-ce qu'on obtient? À nouveau une chambre à coucher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pensez à une chambre à coucher comme un point, c'est une image, en très grande dimension. L'ensemble des chambres à coucher, ça définit un nuage extraordinairement compliqué. Et c'est comme si on avait pris ce nuage et on l'avait aplati, de manière à ce que maintenant le milieu de deux chambres à coucher, ça reste une chambre à coucher. C'est effectivement ce qu'on voit là. Donc on voit que ces réseaux ont des capacités de simplifier la géométrie de façon tout à fait étonnante. Et donc c'est un peu ces idées que donc je vais décrire pour essayer de vous montrer les maths sous-jacentes. Et on va voir apparaître des notions que vous connaissez, de groupe, d'analyse, etc., que je vais juste effleurer pour vous montrer qu'il y a des questions qui sont intéressantes et on verra les applications pour l'apprentissage de la physique. Alors l'idée est la suivante.
regardez les points d'une classe. D'accord, que ce soit une classe de chien, de chat. Je vais l'appeler ici, on peut voir ça aussi comme une ligne de niveau de la fonction. L'ensemble des points x pour lequel la fonction vaut une constante t. A priori, ça va être une structure extraordinairement compliquée. Le rêve, un peu comme je l'ai dit là et comme je l'ai décrit dans le cas des algorithmes de classification, ce qu'on aimerait, c'est linéariser ces classes avec un changement de variable qui linéarise le problème, de manière à ce qu'une fois qu'on a linéarisé le problème, hop, on projette et on se retrouve en basse dimension. Et si on est en basse dimension, tout est facile parce qu'il suffit de regarder où sont les points, on n'a plus cette malédiction de la dimensionnalité. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut linéariser un problème en grande dimension qui est aussi compliqué. C'est très compliqué, je l'ai dit, parce que les points, ils sont complètement isolés dans l'espace. On ne peut pas essayer de regarder des surfaces, des choses comme ça, parce qu'on ne les voit pas, les surfaces. Ce qu'on a, c'est juste quelques points qui sont distribués dans l'espace. Alors, une des manières de relier ces points, c'est de regarder comment on peut passer d'un point d'une classe à un autre point de cette même classe. Autrement dit, ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire en physique, on va regarder des opérateurs qui me permettent de partir d'un point de la classe 2 et rester dans la classe 2, et qui va prendre un point de la classe 1 et rester dans la classe 1. Ces opérateurs, c'est ce qu'on appelle des symétries. Si je prends x et que je le transforme par g, eh bien la classe de gx, c'est la même que la classe de x. Et donc je vais regarder l'ensemble des g, donc une symétrie, de la même manière vous prenez un carré, vous le tournez, ça reste un carré, c'est une symétrie exactement au même sens. On va regarder l'ensemble de ces symétries. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle le groupe de symétrie qui est associé à cette fonction. Alors pourquoi on appelle ça un groupe ? Parce que si vous prenez deux symétries, vous les composez, eh bien comme f de g2 de x est la même chose que f de x, on peut, pardon, j'aurais dû inverser g1, g2, g2 de g1 de x, ça va être f de g2 de x, va être égal à f de x. Donc on peut composer les symétries, ça reste une symétrie. Donc c'est ce qu'on appelle un groupe, et avec toutes les propriétés de groupe que vous connaissez. Donc ce qu'on va essayer de décrire, c'est expliciter l'information a priori sur le problème à travers ces symétries. Mais la question, c'est quoi les symétries d'une fonction aussi compliquée ? Est-ce qu'on en a la moindre idée ? Et à supposer que je connaisse les symétries, comment est-ce que je vais faire pour les linéariser ? Reprenez le cas de la classification d'images. Vous prenez un 3, là le but c'est de reconnaître le chiffre, et vous le translatez. Ça reste un 3. Donc la fonction f qui est associée à cette image, l'indice 3, le chiffre, eh bien, elle est invariante par translation de l'image. Ça reste un 3, ça reste un 5. Mais une translation, ce n'est pas très compliqué. C'est en deux dimensions, c'est caractérisé par deux variables. Donc si vous tuez deux variables, vous êtes en dimension 1 million, vous vous retrouvez en 1 million moins 2, vous n'avez pas gagné grand-chose. On peut regarder des symétries plus compliquées. Prenez le 3 et maintenant vous déformez légèrement le 3. Ça reste un 3 si la déformation est petite. Le 5, vous le déformez légèrement, ça reste un 5. Si vous déformez le 3 trop, eh bien vous allez obtenir un 5, c'est plus le même chiffre. Donc il y a des déformations. À l'intérieur de ce groupe des déformations qu'on appelle les difféomorphismes, eh bien, vous avez des symétries et on peut s'en persuader en regardant comme ça une vidéo qui va se balader sur le groupe des difféomorphismes et va traverser comme ça toute la peinture italienne et européenne où on passe progressivement de l'un à l'autre. Donc tant que le difféomorphisme est petit, grosso modo, ça va rester le même type de peinture, vous allez la reconnaître comme telle. Quand il est trop grand, ce n'est plus le cas. Donc qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Eh bien ça, c'est des symétries qu'on a envie de tuer pour réduire la dimension. Il va falloir essayer de les linéariser d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut trouver un espace où tout d'un coup, ces difféomorphismes deviennent linéaires ? Alors quand on attaque des problèmes comme ça, avec des structures très compliquées qui marchent très bien et qu'on veut faire des maths, ce qu'on essaye de faire, c'est de simplifier le problème. Simplifier le problème, donc d'abord essayer de simplifier l'architecture. Et la question, c'est est-ce qu'il est possible de construire des systèmes comme ça sans apprendre ces fameux opérateurs linéaires, mais en les induisant à partir de l'information a priori qu'on connaît sur les symétries, et ainsi simplifier toute l'architecture de manière à avoir à apprendre beaucoup moins. Si c'est possible, c'est utile parce que si vous apprenez moins, ça veut dire que vous avez besoin de beaucoup moins de données pour résoudre votre problème. Et ce que je vais montrer, c'est qu'on peut le faire en partie avec ces ondelettes dont je parlais, parce que les symétries sous-jacentes
correspondent à des choses qu'on peut linéariser avec ces ondelettes. Alors j'ai parlé de changement d'échelle. Séparation d'échelle, pardon. On prend un phénomène et on le sépare entre détail fin, plus gros, etc., plus grossier. Comment on peut faire ça? On peut faire ça en envoyant des petites ondes. Qu'est-ce que c'est qu'une petite onde? Ce qu'on appelle une ondelette. Ça ressemble à une sinusoïde, sauf que c'est très bien localisé. Pensez à une sinusoïde multipliée par une gaussienne. Votre petite ondelette, de manière à couvrir toutes les orientations, on va la tourner avec un opérateur de rotation. Donc ça, c'est comme une sinusoïde qui serait orientée dans différentes directions. Et un peu comme la sinusoïde qu'on va dilater, eh bien on va dilater l'ondelette ou la contracter. Voilà toutes les ondelettes. Et l'idée, c'est qu'on va prendre ces petites ondelettes et on va les balader sur le signal, sur l'image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que localement, on va calculer un produit scalaire, une intégrale entre l'image et l'ondelette localisée ici. Et comme l'ondelette oscille, ça va vous donner un contraste local. Un contraste local qui va être 0 dans ces zones, donc tout noir, et qui va être grand ou là où il y a des transitions fortes, les contours de l'image. Et on fait ça à toutes les échelles, dans toutes les directions. Donc ça, c'est des techniques qui ont été beaucoup étudiées, comme je le disais, dans les années 90. On prend l'image, on la décompose en différentes images dans différentes orientations, qu'on redécompose, etc. À l'époque, c'était utilisé pour faire de la compression. Ce que je vais vous montrer, c'est pourquoi, si on part d'un pur point de vue de symétrie et ces idées de séparation d'échelle, on va très naturellement arriver à ces architectures de réseaux de neurones convolutionnels. Et donc, finalement, c'est une solution mathématique très raisonnable, contrairement à ce qu'on pourrait croire au départ. Alors, pourquoi? Imaginez que vous ayez une fonction, comme ceci. Donc, ce qu'on aimerait, c'est avoir quelque chose qui est invariant par translation. Je l'ai dit parce qu'un objet là, c'est la même chose. Et puis, qui va avoir cette stabilité par déformation. Alors, comment on fait de l'invariance par translation? Si vous voulez utiliser quelque chose de linéaire, vous n'avez pas le choix. La seule chose que vous puissiez faire, c'est essentiellement moyenner votre fonction. Si on moyenne la fonction, avec comme ceci une convolution, vous allez obtenir quelque chose de beaucoup plus régulier. Donc localement, si vous translatez, eh bien ça ne va presque pas bouger. Et si vous moyennez complètement, vous avez une constante. Quand vous translatez votre fonction, la constante, elle ne bouge plus. Donc c'est gagné, sauf que vous avez tout perdu pratiquement. D'accord? Vous avez pratiquement perdu toute l'information. Donc tout le problème quand on crée des invariants comme ça, c'est en même temps de faire attention de ne pas perdre l'information cruciale qui va vous permettre de discriminer. Alors c'est quoi l'information que vous avez perdue là? Évidemment, c'est les variabilités de la fonction. Ces variabilités, comment on peut les capturer? Avec des petites ondelettes, c'est-à-dire qu'on va calculer les coefficients d'ondelettes en baladant les ondelettes sur cette fonction, et puis je vais avoir des coefficients comme ça qui vont osciller. Alors si maintenant vous prenez ça et que vous le moyennez, vous allez avoir 0 parce que l'ondelette a une moyenne nulle. Donc si vous voulez d'autres invariants, il va falloir devenir non linéaire. Et c'est là que la non-linéarité devient indispensable. Vous voulez créer des invariants suffisamment riches, il faut absolument devenir non linéaire. Et une non-linéarité simple, par exemple, vous prenez la valeur absolue. Prenez la valeur absolue et maintenant vous moyennez. Là, vous allez avoir quelque chose de non nul. Vous allez avoir une espèce d'enveloppe comme ça. Le seul problème, c'est quand vous moyennez, vous allez à nouveau perdre de l'information. Perdre de l'information sur toutes ces variabilités. Donc vous avez des nouveaux invariants, mais en même temps, en moyennant, vous perdez de l'information. Comment on peut la récupérer? En calculant les variabilités de cette fonction-là, qui oscille, et comment on peut calculer ces variabilités avec une nouvelle ondelette. Et là, je vais vous montrer comment on arrive très naturellement sur un réseau de neurones quand on prend ce type de logique. Donc on va calculer les coefficients, appliquer une non-linéarité et réappliquer une autre ondelette, une non-linéarité, etc. Donc dans le cas de mes images, voilà, ça c'est l'image, les coefficients d'ondelette sont ici, et là c'est la moyenne, quasiment invariant par translation aux échelles très profondes. Et là, si vous voulez rendre ça invariant par translation, vous allez remoyenner et calculer ces variations. Et puis ces images-là, on va les remoyenner et calculer leurs variations, etc. Donc en fait, on fait des cascades de transformés en ondelettes, non-linéarité, etc. Ça, c'est un réseau de neurones du pauvre. J'ai rien appris. J'ai mis des ondelettes parce que je savais que mes ondelettes se comporteraient bien parce qu'elles sont localisées par rapport à mon groupe de difféomorphisme.
Et puis parce que mes ondelettes, je sais qu'elles compriment bien, donc vont concentrer l'information sur quelques coefficients. Une fois qu'on a ça, on peut essayer de faire des maths, mais surtout ensuite il faudra revenir pour voir est-ce que je n'ai pas perdu le bébé en jetant l'eau du bain, c'est-à-dire est-ce que ça va quand même marcher. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, on est dans un cas qui est plus simple, parce qu'on a des opérateurs linéaires qu'on contrôle bien, on connaît bien les maths. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une valeur absolue. Une valeur absolue, c'est un opérateur assez simple. C'est un opérateur non linéaire, certes, mais qui est contractant. Si vous prenez valeur absolue de A moins B, valeur absolue de A moins valeur absolue de B, en valeur absolue, c'est toujours plus petit que valeur absolue de A moins B. Ça veut dire que la valeur absolue, ça rapproche les nombres. Donc vous allez contracter les choses, ce qui est plutôt une bonne idée parce que vous êtes en grande dimension, vous voulez rapprocher les choses, et vous allez ainsi appliquer cette cascade d'opérateurs. Alors qu'est-ce qu'on peut démontrer? Ce qu'on peut démontrer, c'est que parce que ces ondelettes sont multi-échelles, séparent les échelles, elles vont linéariser localement les déformations. C'est-à-dire si vous avez une fonction qui est localement déformée par un difféomorphisme, ça veut dire que tau ici, c'est une fonction qui est régulière, ce n'est pas une translation, d'accord, ça va bouger, donc ça va déformer l'image. Eh bien, si vous prenez cette image déformée, vous l'envoyez dans votre réseau, vous regardez tous les coefficients à la sortie et vous faites une bête distance euclidienne avec la représentation de l'image d'origine. Eh bien, vous allez vous rendre compte que la distance va être de l'ordre de la déformation. Donc, c'est un peu comme si la déformation vous avez transportée linéairement dans votre espace. Du coup, on peut faire de la classification. Alors, quand est-ce que ça marche? Donc, l'idée, c'est qu'on va appliquer le réseau, ces points, c'est aux images, et on espère qu'ensuite, dans ce nouveau domaine, qui sont les coefficients du réseau calculés avec des ondelettes, on peut séparer et, hop, discriminer. Alors, pour le problème des chiffres, ça marche très bien. Taux d'erreur 0,4%, c'est au niveau de l'état de l'art de ce que ces réseaux font. Pas très étonnant, les chiffres, reconnaissance des chiffres, c'est assez simple. Les groupes sous-jacents, essentiellement, c'est translation, déformation, c'est exactement ce qu'on sait traiter. Reconnaissance des textures, ça marche très bien, des textures très différentes. Il y a par contre des choses qui ne marchent pas du tout, ou moins bien, je ne l'ai pas montré là, désolé, je voulais le montrer, c'est quand on veut commencer à reconnaître des structures qui sont beaucoup plus compliquées, comme des chiens, des chats, etc. Donc qu'est-ce qui manque? Et là, les choses deviennent plus compliquées. On n'a pas du tout connecté les différents canaux. On a fait une espèce d'arbre qu'on filtrait, mais on n'a pas essayé de recombiner les différents canaux. Donc d'un point de vue mathématique, le type de question qui va se poser, c'est à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que ces réseaux de neurones connectent les canaux? Et ce qu'on va voir, c'est que la connexion entre ces canaux, ce que ça permet notamment, c'est d'introduire des symétries sur des groupes beaucoup plus compliqués que simplement la translation ou les déformations. Je vais vous donner un exemple simple en considérant les rotations. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'image et puis on l'a décomposée dans différentes directions et à différentes échelles. Donc ici, qu'est-ce que c'est que cet axe des canaux qui correspond aux différentes couches? Eh bien, ça correspond à un paramètre de rotation. Si maintenant vous tournez l'image, eh bien, vous allez avoir une espèce de déplacement le long de cet axe de rotation. Donc si vous voulez devenir invariant, il faut que vous filtriez, vous appliquiez un opérateur le long de cet axe, et donc c'est comme ça qu'on va être amené très naturellement à faire le même genre de choses que ces réseaux de neurones. Donc le problème sous-jacent maintenant, on ne veut pas être simplement invariant par translation, mais éventuellement aussi par rotation. Si je prends mon image, ici je l'ai transformée avec mes ondelettes, donc maintenant j'ai une représentation au départ qui était simplement l'index de position, et maintenant j'ai une représentation où j'ai l'index de position, mais j'ai aussi un angle, qui est l'angle selon lequel l'ondelette a regardé l'image. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Je peux filtrer pas simplement le long de U, mais aussi le long de θ. Autrement dit, je suis en train de considérer mon groupe, mais le groupe non commutatif des translations-rotations, et d'opérer sur ce groupe. Au lieu de simplement translater sur la translation, je translate translation-rotation et on fait ce qu'on appelle une convolution sur le groupe. Peu importe les détails, l'idée c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on a accès à ce concept de symétrie, on peut penser tous ces problèmes exactement de la même façon, sauf que le groupe devient un peu plus compliqué. Alors quel est l'intérêt? Eh bien, si jamais on travaille seulement sur les translations, sur un problème de classification de textures comme celui-là qui est beaucoup plus compliqué, parce que les textures sont très variables et ont beaucoup de paramètres de rotation,
on fait 20% d'erreurs. Si tout d'un coup, on introduit ces filtrages le long des canaux qui garantissent l'invariance par rotation, on tombe à 0,6% d'erreur. Alors, je voudrais terminer en montrant ce qu'on peut faire en physique à partir de ce genre de choses. Donc X, ici, ça ne va pas être une image, ça va décrire, dans le cas de la chimie quantique, ça va décrire la position des atomes et le nombre d'électrons. Autrement dit, est-ce que c'est un atome d'oxygène, de carbone, d'azote ou autre. Le problème en chimie quantique, c'est associer à une molécule X dont on connaît la configuration des atomes, l'énergie de la molécule pour savoir si elle va être stable, etc. C'est quoi les propriétés de cette énergie, que j'appelle ici f de x? Si vous prenez votre molécule et vous la translatez, eh bien, l'énergie ne va pas changer. Si vous tournez la molécule, son énergie, elle ne va pas changer. Si vous la déformez légèrement, son énergie, elle va changer, mais doucement, en fonction de la déformation. Donc, autrement dit, on a un problème qui ressemble en fait énormément au problème de classification d'images. On a le même type de propriété de groupe de symétrie. Alors, comment est-ce qu'on calcule l'énergie en chimie quantique? Eh bien, on part des équations de Schrödinger. Et puis, Kohn et Cham ont eu un prix Nobel en réalisant qu'en fait, ce qui suffisait de calculer, c'est ce qu'on appelle la densité électronique d'une molécule. Cette image, elle vous donne quoi? En un point, elle donne la probabilité de présence d'un électron en ce point. Donc, où est-ce que vous allez retrouver les électrons proches du centre des atomes? Parce que les protons attirent les électrons. Mais on les voit aussi entre les différents atomes, et ça, c'est le lien chimique qui va garantir que la molécule reste attachée. Les atomes restent attachés les uns avec les autres. Alors, si on fait de la chimie quantique, on regarde cette énergie qui a plein de termes, les termes d'attraction, de répulsion, les termes chimiques, et puis on essaye de trouver l'énergie, ou plutôt la configuration stable de cette molécule, en minimisant cette énergie. Donc ça va être l'approche que vous allez avoir si vous êtes un physicien, vous avez fait tous les modèles. Maintenant, si vous êtes un matheux et que vous n'avez jamais fait de physique, il y a une solution alternative, c'est de dire, OK, je connais mes 3-4 symétries de base, d'accord, et puis je vais prendre des données. Donc, je vais prendre des données et utiliser cet a priori pour essayer d'apprendre la fonction sans rien connaître à partir des équations de Schrödinger. Alors là, évidemment, le problème, c'est que la densité, vous ne la connaissez pas. Parce que pour connaître la densité, il faut résoudre des équations de Schrödinger. Donc on peut continuer à être complètement naïf. On va dire, OK, je ne connais pas la densité, mais je connais la position des atomes et le nombre de charges. Donc je peux représenter ma densité bêtement comme une somme de Dirac, c'est-à-dire que j'ignore le fait qu'en fait les électrons ils se baladent entre les différents atomes, et donc j'ignore toute la chimie en fait. Mais ensuite je dis, OK, mais maintenant mon énergie, je vais la calculer non pas à partir de ces représentations naïves, mais à partir d'invariants calculés à partir de ces représentations naïves. Comment? En prenant ça, cette image, en la balançant dans un réseau, par exemple avec des coefficients d'ondelette ou un réseau qui a été appris, en récupérant les coefficients à la sortie du réseau et en calculant une régression de l'énergie chimique à partir des coefficients de cette image décomposée dans le réseau. Donc, où est-ce qu'est la chimie maintenant? La chimie, elle est là, parce que vous les apprenez, ces coefficients. D'une certaine manière, vous pouvez les voir comme les potentiels de votre énergie dans une représentation qui n'est pas une représentation habituelle de polynômes d'ordre supérieur, mais des fonctions extraordinairement non linéaires, multi-échelles, avec des interactions d'échelle, etc. Donc, c'est ce qu'on peut faire. Alors, si vous regardez ce qu'on est en train de faire, on part d'une fonction qui est une somme de Dirac. Vous prenez une fonction comme ça et vous la convolez avec une ondelette, disons. Un Dirac convolé avec une fonction, ça vous redonne la fonction, sauf qu'elle va être localisée là où le Dirac se trouve. D'accord? Donc en fait, c'est comme si chacun des Dirac émettait une petite onde. Ces ondes vont s'additionner, vont interagir, vont interférer, et maintenant vous prenez le module. Donc si les ondelettes sont toutes petites, il ne va pas y avoir d'interférence, c'est ce qu'on voit ici. Mais si les ondelettes commencent à devenir grandes, quand vous sommez, ça va commencer à interférer et vous voyez apparaître des patterns d'interférence. Et ces patterns d'interférence, c'est ça qui encode la géométrie de l'objet et de façon stable par rapport à l'action de nos difféomorphismes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce genre de choses en 3D,
on balance ça dans un réseau qui est calculé comme ceci avec des ondelettes, et puis on a nos patterns d'interférence, on prend les moyennes, et ensuite on fait une bête régression linéaire, et on fait ça avec des grosses bases de données. Donc vous avez actuellement toute une communauté en chimie qui s'intéresse beaucoup à ça. Pourquoi ? Pensez à l'industrie pharmacologique. Constamment, pour trouver des molécules, nouvelles molécules, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des calculs de chimie quantique pour voir la stabilité, etc. Mais comme c'est très très long, parce que les molécules sont très lentes, eh bien, le nombre de calculs limite le nombre d'expériences qu'on peut faire. Si on est capable de faire ça avec une simple interpolation comme ça, on voit tout de suite qu'on pourrait aller beaucoup plus vite. Et donc, vous avez de plus en plus de chimistes à l'interface avec ce domaine de machine learning qui s'intéressent à ce genre de choses et qui ont créé des bases de données. Et effectivement, avec ce genre de choses, eh bien, on arrive à avoir des erreurs, alors là, ça ne vous dira rien, mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire, de l'ordre de 0,5 kcal par mol. Ça veut dire qu'on arrive avec des erreurs qui sont de l'ordre des erreurs de ces softwares basés sur les équations de Schrödinger, en particulier de la DFT. Donc, c'est-à-dire qu'on y arrive, mais on y arrive si évidemment vous considérez une base de données vous avez une base de données qui est très similaire au type de molécule que vous allez avoir à traiter. Si vous avez une molécule de métal, vous êtes entraîné sur une base de données de molécules organiques, vous êtes mort. Ça ne va pas marcher parce qu'en sous-jacent, c'est toujours des interpolations en très grande dimension. Ceci étant, c'est très mystérieux de pourquoi on arrive effectivement à effectuer des régressions de fonctions aussi compliquées que ces solutions en chimie quantique sur ces coefficients ici. Alors, je reviens sur l'image que je ne vous avais pas montrée. Quand est-ce que ça marche mal quand on prescrit à partir de ces symétries ? Bien, ça marche mal quand on a effectivement des objets structurés complexes, comme des voitures, des chiens, etc. Alors ça, c'est une base de données. On a fait beaucoup d'expériences. Les réseaux de neurones qui apprennent ont des erreurs de l'ordre de 7%, alors que si on n'apprend pas et on utilise des ondelettes, on a une erreur de l'ordre de 20%, c'est-à-dire qu'on fait bien pire. Et ce n'est pas en rajoutant des translations, etc., que des rotations qu'on fait mieux. Donc la question maintenant, c'est qu'est-ce qui manque ? Et ça, c'est le type de questions de recherche sur lequel on tombe. De toute évidence, toute la complexité dans ces réseaux de neurones, c'est à travers ces connexions, à travers les canaux qu'elle apparaît, ces connexions qui sont apprises. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des groupes qui manquent ? Donc ça, on a fini par se rendre compte qu'il y avait un groupe qui manquait cruellement, qui était lié à la phase complexe, qu'on a éliminé, ce qui était une erreur grossière. En fait, la phase complexe, en mécanique quantique, on sait très bien, d'une certaine manière, comment est-ce que vous décrivez votre système avec des fonctions d'onde qui sont complexes. À quoi correspond la phase de la fonction d'onde complexe? Essentiellement, c'est elle qui va donner une information sur quoi est relié à quoi. Par exemple, si vous avez des fermions, deux fermions ne peuvent pas se retrouver au même endroit, dans le même état, d'accord ? Et ça, ces propriétés d'exclusion apparaissent dans la phase. Phase très importante, et effectivement, si on l'inclut, ça améliore les choses. Mais surtout, d'une certaine manière, il y a de la mémoire qui se retrouve dans ces réseaux. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que contrairement aux ordinateurs comme les machines de Turing, où la mémoire est séparée des fonctions, ici, tout est dans les poids, et ces poids, ils peuvent s'interpréter soit en termes de symétrie, comme je l'ai fait précédemment, mais ils peuvent aussi s'interpréter en termes de mémoire, de pattern. Et on se rend compte que cette mémoire est très importante. C'est-à-dire que si on fait une classification juste à la fin, mais que d'une certaine manière, on n'incorpore pas des structures de mémoire à l'intérieur qui permettent de décrire d'une certaine manière la régularité des patterns qu'on voit apparaître, eh bien ça marche moins bien. Donc là, il y a toutes sortes de notions de dictionnaire qui sont introduites pour essayer de comprendre, mais on en est très loin. Donc d'une façon générale, d'un point de vue mathématique, la question qui se pose, c'est, si je reviens au début, est-ce qu'on peut définir ces classes de fonctions en grande dimension qui sont suffisamment régulières pour pouvoir les apprendre avec ces structures ? Il semblerait que les équations de Schrödinger, que les problèmes de langage, etc., fassent partie de ces fonctions, mais on ne sait pas les décrire. Pensez en basse dimension. En dimension 1, 2 ou 3, c'est quoi une fonction régulière ?
Ça va être typiquement des fonctions qui vont être 1 fois, 2 fois, 3 fois dérivables. Et puis là, vous avez tous les espaces que vous voulez, les espaces de Sobolev qui vont décrire ce degré de régularité. Vous pouvez le raffiner en regardant des espaces de Hölder, etc. Et là, vous avez énormément de maths. Tout ça, c'est très bien compris. En grande dimension, on ne comprend rien. On ne comprend pas quels sont les bons espaces de régularité. Alors, on peut en définir, mais ceux qui ont été définis jusqu'à maintenant ne correspondaient pas aux problèmes intéressants. Et on a du mal à comprendre ces choses-là. Donc, j'ai terminé sur ces quelques observations. D'abord, le fait qu'il y a vraiment quelque chose de spectaculaire qui arrive avec ces réseaux de neurones profonds. Ce n'est pas simplement une histoire de mode. Il y a vraiment, d'ailleurs vous le voyez maintenant tous les jours avec vos téléphones portables, quand ils vous répondent, quand ils vous reconnaissent, quand ils sont capables d'analyser votre voix, c'est avec des réseaux de neurones profonds comme ça. Donc ça, je disais, donné la renaissance d'une certaine manière de l'intelligence artificielle, mais en même temps, on comprend très mal. Alors, il y a quelques éléments sur lesquels je voudrais juste revenir. Les notions de symétrie, ça apparaît très clairement et ce n'est pas étonnant. C'est au cœur de la physique. D'une certaine manière, c'est au cœur de tous les problèmes de très grande dimension. Parce qu'on a besoin de structures rigides pour pouvoir décrire des phénomènes en très grande dimension. Et les groupes de symétrie, ce sont les outils mathématiques qui permettent de décrire ces structures rigides. Mais en même temps, il y a ces histoires de mémoire et on a beaucoup de mal à faire le lien pour l'instant. Beaucoup de liens avec la physique et beaucoup de liens avec la physique mathématique. C'est-à-dire qu'on retrouve encore une fois le même type de maths. Alors on peut se demander si c'est par hasard ou si c'est parce que, en fait, en sous-jacent, c'est le même problème mathématique. On peut par exemple se poser la question, pourquoi est-ce que on a cette notion de fonction d'onde en physique quantique? C'est quand même un objet assez étrange. Et pourquoi ce serait un objet complexe? Alors que si on prend le module au carré, on tombe sur des probabilités, c'est déjà un peu plus intuitif. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ces problèmes de grande dimension, on voit qu'on est amené très naturellement au même type d'outils. On se rend compte qu'on a besoin de passer en complexe. Oui, la phase est extraordinairement utile pour, en grande dimension, relier des choses qui sont loin, etc. Donc les problèmes de maths sont vraiment totalement ouverts. On n'a pas actuellement vraiment de notion de complexité, on n'a pas de notion véritablement de régularité qui est bien définie, on n'a pas de théorème d'approximation. Ce serait quoi un théorème d'approximation? Ça consisterait à dire, si ma fonction a tel type de complexité, alors voilà le nombre de neurones dont j'ai besoin pour pouvoir l'approximer avec telle précision. Au lieu de faire des milliards d'expériences, d'essayer ça à gauche, à droite, simplement avec les propriétés de la fonction, si on avait ce genre de théorème, on pourrait le déduire. Autre aspect du point de vue mathématique, alors il y a beaucoup d'informatique derrière tout ça évidemment, à la fois algorithmique, calcul parallèle, etc. Mais d'une certaine manière aujourd'hui, insister un peu plus sur les maths. Un aspect qui est intéressant, c'est que c'est très pluridisciplinaire à l'intérieur des maths. De toute évidence, vous avez des stats, parce qu'on est en train de calculer des estimateurs à partir de modèles empiriques. Vous avez des probabilités, parce que vos données, il faut les décrire. Et comment est-ce qu'on va les décrire? Avec des densités de probabilité pour voir où est-ce que les données sont présentes dans votre espace. On a beaucoup d'analyses harmoniques. Je vous ai parlé d'ondelettes et de transformés de Fourier, parce qu'on veut calculer des invariants sur des groupes. De la géométrie, parce que les groupes, ça fait partie de la géométrie, de l'optimisation, de théorie de l'approximation, essentiellement tout ce que vous voulez. On peut décrire ça aussi en termes topologiques, etc. Donc, une des choses qui est finalement intéressante, c'est que si vous faites des maths, et si vous êtes encore étudiant, même si vous êtes intéressé par des applications précises un peu comme ça vaut vraiment le coup de se construire une culture très large, parce que les outils sont très ouverts dans ce genre de problème. Et plus on a une culture mathématique large, plus on est capable facilement d'attaquer ce genre de choses en trouvant le bon outil qui est adapté. Je dis facilement, pour l'instant, personne n'a été capable de le faire. Je vous remercie. Merci Stéphane. Donc on a le temps pour quelques questions.
faut qu'il y en ait un qui se jette. Oui. Oui. Donc, moi, il y a une chose qui m'inquiète. Donc, c'est-à-dire qu'on passe une image, on est sûr d'avoir une réponse. C'est-à-dire qu'on passe une photo, je crois, de vous, par exemple, et on regarde si ça répond au truc, chat, chien ou le téléphone portable. Est-ce qu'il y a eu des études, en quelque sorte, sur en quelque sorte, le volume d'attraction, c'est-à-dire les zones d'attraction des images? Vous voyez, par exemple, du genre, une image, si on passe vraiment n'importe quoi, une image... Quand vous dites... On connaît plus souvent un chat, par exemple. Alors, donc, autrement dit, l'espèce de bassin d'attraction associé à... En fait, c'est très dur parce qu'on est encore une fois en très grande dimension. Donc, comment on le représente? L'espace est tellement énorme, il faut voir ça plutôt en termes de processus aléatoires. Donc, ça veut dire, effectivement, quelle serait la densité de probabilité ou les ensembles qui correspondraient pour l'algorithme à tel élément. Et ça, on ne sait pas faire. Et encore une fois, on ne peut rien visualiser en très grande dimension. Donc, on ne sait pas faire, mais d'une certaine manière, c'est ce qu'on veut contrôler, puisque ce qu'on veut contrôler, c'est que le bassin d'attraction, c'est-à-dire l'ensemble des images associées au point, va correspondre aux vraies images. Donc, on a besoin de, encore une fois, définir la régularité de ces ensembles, mais on ne sait pas les... La question est bonne, mais on ne sait pas donc le faire. Comment spécifier ces bassins d'attraction? Oui. Est-ce que vous avez quelques points de repère sur les temps de calcul? Donc, par exemple, une image, combien de temps pour l'analyser? Alors, ce qui est très très long, là je vais revenir sur les réseaux de neurones où vraiment on apprend tout, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage parce que comment se passe l'apprentissage? Avec une descente de gradient, donc il va itérer sur toute la base de données. Et grosso modo, ça met généralement toujours plus ou moins entre... quelques heures et quelques jours. Pourquoi? Parce que c'est votre patience. D'accord? Donc, quand on a un GPU, quand on en a 200, eh bien, ça met toujours entre quelques heures et quelques jours. Et on complexifie simplement, on met plus de neurones à l'intérieur, etc. Donc, énormément de calculs pour l'apprentissage. Par contre, la reconnaissance, ça va très très vite parce que vous prenez votre image, hop, vous avez une cascade de quelques convolutions et vous avez votre sortie. C'est pour ça que c'est fait sur des toutes petites chips en temps réel dans votre voiture. Et ça ne coûte pas cher, parce que l'apprentissage a été fait avant. C'est pour ça que votre téléphone portable est capable de vous reconnaître, pour ceux qui ont les téléphones portables correspondants, parce que, et ça demande très peu de puissance, parce que ça va très vite au moment de l'exécution. Apprentissage très long, mais la reconnaissance très rapide. Alors, par exemple, AlphaGo, pour jouer en temps réel, lui aussi très rapide. Alors, AlphaGo, il pourrait, oui, au moment où il joue, il peut être très rapide. Alors, le type d'apprentissage que AlphaGo a, c'est un apprentissage où ce qu'on donne, c'est ce qu'on appelle un apprentissage par renforcement. Donc, c'est-à-dire qu'il a un reward pour savoir s'il a gagné ou pas gagné, et il va jouer contre lui-même. Mais les principes sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire qu'il a un retour pour savoir s'il a raison ou s'il a tort, et la phase d'apprentissage est horriblement longue. Oui. À part les symétries, translation et rotation, qu'est-ce qu'on va essayer d'autres symétries? Donc, en dehors des translation, rotation et les difféomorphismes, vous avez, dès que vous passez en parole, par exemple, les transpositions fréquentielles. Quand vous prenez une voix d'homme et une voix de femme, si votre but c'est de reconnaître un mot indépendamment du locuteur, vous voulez être invariant par rapport à des transpositions fréquentielles, voire même des déformations fréquentielles, temps-fréquence, si jamais vous êtes là. Par contre, si ce qui vous intéresse, c'est de reconnaître la voix et non pas la personne, alors au contraire, c'est l'inverse. C'est ça que vous voulez capturer. Donc ça, c'est typiquement le type de symétrie qui sont récupérées. Et c'est pour ça qu'on sent bien que ça ne va pas être suffisamment riche. C'est suffisamment puissant, encore une fois, pour traiter des problèmes comme ceux que j'ai décrits. Dans le cas de la voix, on arrive à faire du bonne classification tant que les phonèmes sont petits, tant que les segments de son ou de parole sont petits. Quand ils deviennent grands, eh bien, on a besoin d'avoir d'informations sur l'organisation de ces structures et c'est là où la mémoire commence à arriver. Donc, en tout cas, voilà le type de symétrie qui a été utilisé jusqu'à maintenant. Qui ont été. Les types de symétries qui sont utilisés en physique théorique ont un intérêt, puisqu'apparemment il y a...
Et c'est souvent des petits groupes, ou plus de groupes de points carrés. Vous avez donc, ils sont très liés à ce genre de choses. Par exemple, si on regarde des transformations conformes qui apparaissent pour laisser invariant, notamment des phénomènes critiques, on ne les a pas introduits explicitement là. Ils peuvent être vus comme incorporés à l'intérieur des difféomorphismes. Mais c'est vrai qu'on aurait envie de regarder plus précisément ce type de groupe. Oui ? Le fait d'obtenir une théorie mathématique des réseaux de neurones, est-ce que vous pensez que c'est faisable ou pas ? Oui, et ça c'est de l'ordre de la croyance. Mais si vous ne croyez pas que vous êtes chercheur, vous déprimez complètement. Donc il y a absolument besoin de croire que non seulement il y a une solution, mais qu'en plus vous avez une chance de la trouver. D'accord ? Donc ça, c'est les deux conditions nécessaires. Ce n'est pas suffisant pour que ça marche, mais en tout cas, c'est nécessaire. Ceci étant, si je regarde la vitesse à laquelle les choses bougent, oui, je pense à la fois que ce type de théorie va émerger. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à attaquer ça avec des angles différents. En même temps, ça ne va pas être facile. Pourquoi ça ne va pas être facile ? Parce qu'on voit bien que les problèmes sous-jacents sont des problèmes très fondamentaux. Un cas particulier de ce que je vous ai décrit là, c'est par exemple comprendre la structure de la turbulence. Quelle est la densité de probabilité ? Quel type de densité ou de distribution de probabilité peuvent décrire des fluides turbulents ? Ça, c'est un problème totalement ouvert depuis les années 40 suite à l'article de Kolmogorov, 41 je crois. 70 années de recherche avec des esprits extraordinairement brillants, ça a avancé, mais il n'y a toujours aucune théorie qui permet de définir la classe de processus qui vont nous caractériser un champ turbulent pleinement développé. Or, de la turbulence, d'une certaine manière, ça peut être vu ici comme une texture, ce n'est pas les objets les plus compliqués auxquels on a affaire ici. Donc on voit bien qu'on touche des problèmes, tout comme je dis ici, on arrive à approximer des fonctionnels qui sont aussi complexes que des fonctionnels de chimie quantique. On sait très bien que ces problèmes à n corps en chimie quantique, quand n commence à grandir, sont extraordinairement compliqués. Donc on ne peut pas s'attendre à trouver une caractérisation comme ça facile. Ce qui est intéressant, moi je trouve, dans cette interface, c'est qu'en même temps, tout d'un coup, on a des outils d'exploration. C'est difficile de faire de la chimie quantique, c'est difficile d'avoir une soufflerie pour faire des mesures de turbulence. Là, vous avez ces systèmes de très grande dimension qui vous donnent des réponses en quelques heures, quelques jours, qui permettent de tester des idées. Donc en ce sens, et moi ce que je pense, c'est que l'avancée sur ces questions-là aura un retour sur la physique, c'est-à-dire permettra, et je pense aussi sur les maths, c'est-à-dire que là, en fait, quand on regarde ces réseaux, on voit des tas de choses qui ne sont absolument pas raisonnables d'un point de vue mathématique. Déjà, cascader ces opérateurs linéaires, non linéaires, mais c'est vraiment n'importe quoi. Et puis, faire d'une descente de gradient en grande dimension sur un truc comme ça, totalement non convexe, il faut vraiment ne rien comprendre aux maths pour se lancer dans un truc comme ça. Et donc, on voit tous ces trucs-là, et puis en fait, on se rend compte, oui, mais en fait, ils ne sont pas si bêtes que ça. Et non seulement, et c'est très spectaculaire, et ça ouvre des portes en maths. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, au départ, semblent complètement non raisonnables, qu'on voit non seulement fonctionner, mais donc il y a une raison mathématique sous-jacente, et là, il y a des nouvelles idées. C'est pour ça que je crois qu'en ce moment, il y a beaucoup d'air qui est apporté à partir du moment où on prend ce domaine un peu sérieusement. Au lieu de se dire simplement c'est n'importe quoi, c'est une boîte noire, on ne comprend rien, si on s'intéresse à l'intérieur, il y a des choses intéressantes qui émergent. Oui. Je trouve extrêmement intéressant la relation avec les concepts mathématiques et en mécanique quantique. J'ai une autre question sur le rapport avec la biologie et l'être humain. Les problèmes auxquels on s'attaque, ce sont des problèmes où l'être humain sait gérer. Du coup, on construit des modèles qui permettent de résoudre. On met en compétition ces outils mathématiques avec ce que l'humain sait faire. Et du coup, est-ce qu'on se rapproche aussi, est-ce que ce neurone, du coup, se rapproche aussi d'un modèle biologique? Et à l'inverse, si on attaquait un problème que l'humain a du mal à faire, par exemple, c'est-à-dire la forme d'un popcorn,
qu'est-ce qui obtiendrait est-ce qu'il y aura d'autres outils mathématiques ou est-ce que... Alors, je vais essayer de répondre parce qu'effectivement c'est important. La réponse est oui. Oui, en quel sens? Oui, il y a une forme de convergence entre ce qu'on observe et ce qu'on connaît sur le système visuel humain. Alors, au niveau les plus élémentaires, par exemple, dans la cochlée, on sait très bien qu'il y a des trucs qui ressemblent à des filtres. Le son, il est filtré, et depuis les années 60-70, on sait que c'est filtré par des choses qui ressemblent à des ondelettes, tout comme dans le système visuel humain. On sait que derrière, il y a des choses qui sont très non linéaires, et on voit apparaître des invariants jusqu'à des choses qu'on appelle les neurones grand-mère, qui sont des neurones ultra spécialisés, qui reconnaissent votre grand-mère, quel que soit ce que vous faites, ce qu'elle fait. Ceci étant, on comprend très très mal la nature des constructions de ces invariants au fur et à mesure. Mais ce qu'on a observé, c'est que il y a beaucoup d'études maintenant qui se développent là-dessus. Les réseaux de neurones qui sont ainsi construits ont une capacité de prédire les réponses des neurones, alors que les neurones biologiques, au fond, ils n'ont rien à voir avec ces petits neurones simplifiés. Donc, il y a une forme de convergence. On voit aussi dans les architectures neurophysiologiques apparaître des couches qui ont un vague lien avec le type d'opérations qui sont faites dans ces réseaux de neurones. Donc, il n'y a pas du tout d'équivalence, mais il y a une similarité. Et là encore, je pense qu'en sous-jacent, la raison, en tout cas une des hypothèses, est que la raison serait mathématique. C'est-à-dire, s'il y a un phénomène qui a une complexité spécifique et qu'il y a un chemin pour la réduire, ce n'est pas complètement surprenant que même si les deux implémentations, l'une s'est faite sur le silicium et l'autre avec des neurones biologiques, partagent des structures et des composants. Si on pense en termes de symétrie, bien, les symétries, il faudra bien à un moment les réduire, etc. Mais le fait est, c'est qu'il y a beaucoup d'études là-dessus, beaucoup de similarités, et ça, c'est quelque chose aussi d'ouvert. Alors, maintenant, les tâches que l'homme n'est pas capable de bien faire, est-ce qu'une machine peut le faire? Dans certains cas, oui, si vous la spécialisez complètement sur la reconnaissance du pop-corn précisément, il peut éventuellement être capable de le faire. Mais en fait, la question qui est posée là, c'est d'une certaine manière, quels sont les contre-exemples? Quelles sont les classes de fonctions qu'un système comme ça ne pourra pas bien approximer? Et est-ce que ces classes de fonctions sont partagées avec les classes de fonctions que l'homme n'est pas capable de bien approximer? Et ça, on ne sait pas répondre. On ne sait pas répondre parce qu'on ne sait pas caractériser les classes de fonctions qui ne sont pas bien approximées. Si vous prenez une fonction particulière, vous pouvez toujours designer un réseau qui va l'approximer. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire la fonction, vous ne la connaissez pas au départ, vous savez simplement qu'elle appartient à une classe. Et si est-ce que cette classe est approximable? Et ça, encore une fois, on ne connaît pas suffisamment bien, on ne comprend pas assez bien les maths pour bien répondre à ces questions-là. Je crois qu'il y avait une autre question. Oui. Je viens un peu de répondre. La question c'était est-ce qu'il y a encore des contre-exemples de choses où on aurait pu s'attendre que les réseaux de neurones marchent bien et où ça ne marche pas bien, on tombe dans des minima locaux qui sont mauvais? Alors, l'aspect minima local, c'est un problème d'optimisation. J'en ai très peu parlé. Ça, c'est vraiment des très beaux problèmes. Et quand ça ne marche pas bien en termes d'optimisation, les gens se débrouillent pour régulariser, etc. et finissent par souvent être capables de le faire marcher. Mais maintenant, il est possible que l'architecture soit tout simplement pas capable de bien approximer le problème. Et il y a des gens qui ont fait des expériences, qui ont essayé notamment des tâches visuelles particulièrement compliquées. Par exemple, reconnaître des classes parce que dans une classe, il y a un objet qui est dans l'autre objet, alors que dans l'autre classe, l'objet il est à l'extérieur de l'autre objet. Donc des concepts qui ne sont pas simplement des patterns, mais des formes de relations, etc. Et pour l'instant, il n'y a pas de contre... Il y a, par exemple, des choses qui sont apparues comme plus compliquées. Vous prenez deux images, vous avez deux chiffres, et ce que vous voulez, c'est prédire la multiplication des deux chiffres. Donc la réponse de la fonction, ce n'est pas un chiffre ni l'autre, c'est la multiplication des deux chiffres. Et les chiffres sont montrés sous forme d'image. Ben, si c'est de l'addition, le réseau y répond facilement, la multiplication, il a beaucoup plus de mal. Bon. Maintenant,
il y a des gens qui ont réussi, qui ont commencé à faire des architectures qui marchent. Donc voilà, c'est une espèce de course où chaque fois qu'il y a un contre-exemple, il y a quelqu'un qui arrive avec son architecture qui fonctionne pour l'instant. Toute dernière. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire des maths avec des réseaux de neurones? Alors, des maths au sens, faire des démonstrations, vous voulez dire? Alors, les démonstrations, c'est intéressant parce que les démonstrations, donc les maths, c'est du domaine du langage, d'accord? Donc, la première approximation de ça, c'est le fait qu'on arrive à dire des choses avec les réseaux de neurones, mais les démonstrations, c'est de l'ordre de la logique et de l'inférence. Et une des choses qui est très ouverte, c'est la correspondance entre ce type de système et les systèmes d'inférence logique. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des fonctions d'inférence logique qu'on arrive à approximer avec ce genre de choses, donc on comprend très mal. Et la réponse rapide à votre question, c'est non. On n'arrive pas à faire des démonstrations avec ces trucs-là. Mais on aimerait beaucoup mieux comprendre, et peut-être je terminerai là-dessus, la correspondance entre, d'une certaine manière, l'ancienne, qui est toujours très intéressante et vivante, intelligence artificielle au sens intelligence artificielle construite à partir de la logique ou à partir de propositions, on en déduit d'autres, et ce type de système. Pourquoi c'est important? C'est important parce que, d'un point de vue social, c'est très important dans les applications. Par exemple, vous avez des systèmes comme ça qui ont été utilisés aux États-Unis pour décider si un prisonnier pouvait sortir de prison ou pas. Alors, comment ça se passe? Pas le système qui décide, mais il va donner un indicateur à un jury qui ensuite pourra décider. Sauf que ce qu'on a observé, c'est que le jury il avait tendance à suivre l'indicateur, parce qu'aller contre l'indicateur, c'est prendre des risques, et donc à la fin, ils ont tendance à suivre. Et on s'est retrouvé dans un cas où la réponse du système était très bizarre, le prisonnier a fait appel, et donc ils ont été voir la société qui a construit le système, en demandant pourquoi. La société était incapable de savoir pourquoi le système d'apprentissage a donné cette réponse. Dire un pourquoi sur quelque chose comme ça, c'est un peu le même genre de choses que ce que vous allez faire vous-même en essayant de comprendre pourquoi est-ce que vous avez fait telle chose et telle chose. Et là, vous avez une forme d'interaction entre, d'un côté, votre cerveau inconscient, vous pouvez voir ce genre de système comme des systèmes inconscients, et un système au-dessus qui va essayer de comprendre ce que l'inconscient a fait. Qui est une forme de conscience, et c'est la conscience qu'on utilise quand on fait des maths, sauf qu'il y a une partie inconsciente qu'on sait bien qui émerge quand on a cette espèce d'eureka, mais à la fin, le langage va exprimer de façon consciente, et toutes ces interfaces, logique et ce type de géométrie ou conscience-inconscience, dites de façon un peu caricaturale, sont à nouveau des problèmes qui sont à la fois passionnants et complètement ouverts.